Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints là dans les dernières minutes. Nous sommes aujourd'hui en train de vous accueillir pour vous présenter le master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé de l'Université Rennes 2 et plus spécifiquement le parcours violence, risque, vulnérabilité, donc qui s'intéresse à la psychologie criminologique et victimologique. On va peut-être se présenter avant de dire un peu plus de mots sur le master. Donc, nous sommes les deux co-responsables de ce master. Alors, attendez, pourquoi la diapo ne passe pas? Voilà. Donc, ce master, le responsable de la mention, c'est Benoît Testé. Il ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir et il vous prie de bien vouloir l'excuser. À l'intérieur de cette mention-là, il y a donc deux parcours. Le premier parcours, enfin le premier, il n'y a pas d'ordre, mais l'un des parcours s'intitule Handicap et troubles neurodéveloppementaux, dont les responsables sont Agnès Lacroix et Julie Briec. Et l'autre parcours, celui qui nous intéresse ce soir, celui dont nous allons vous parler, s'intitule Violence, risque et vulnérabilité, psychologie criminologique et victimologique. Donc nous en sommes les deux co-responsables, Cynthia Guanaccia et moi-même, Sylvain Delouvet. Pour ma part, je suis en psychologie sociale et Cynthia en psychologie clinique. Les deux parcours de master ont une capacité de 20 étudiants, ce qui fait que la mention en totalité peut accueillir 40 étudiants par an. Globalement, ces deux parcours s'inscrivent dans une psychologie clinique contemporaine multiréférencée. Nous insistons vraiment sur cet élément-là. Donc, nous allons vous présenter, vous verrez durant ces 2 années, différents types de modèles, biopsychosocial, cognitivo-comportemental, systémique, vous voyez, développemental, neuropsychologique, psychodynamique, etc., etc. L'objectif étant vraiment que vous puissiez vous appuyer sur des cadres théoriques très variés et plus ou moins complémentaires. Donc, deux parcours. Ce soir, nous allons évidemment vous présenter uniquement le parcours VRV, donc violence, risque et vulnérabilité, avec le contenu par année des enseignements, avec quelques éléments sur la sélection, et puis déjà pour commencer, peut-être la question des débouchés de ce parcours. Donc, la question des débouchés professionnels, je vais me concentrer plus particulièrement sur donc, le parcours violence, risque, vulnérabilité. Comme le nom, l'intitulé du master l'indique, les étudiants qui sont diplômés de ce master-là s'orientent plus spécifiquement vers des publics d'auteurs ou de victimes d'infractions. Donc, très largement, tout le secteur pénitentiaire, socio-judiciaire, autant l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, mais également tous les établissements qui sont en lien avec ce système pénitentiaire. Il y a également le secteur socio-éducatif, l'action sociale, la protection de l'enfance, notamment dans le cadre du coup de la protection de l'enfance en danger et des enfants victimes de maltraitance, de traitements défavorables. Il y a encore le grand champ de l'aide aux victimes avec tout le secteur associatif et le médico-social qui accueille, accompagne et suit le parcours des victimes, mineures ou majeures. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très, très large. La notion de violence et la notion de vulnérabilité doivent être lues de manière assez intégrative quand vous imaginez, autant dans le développement de vos projets au sein du master que dans la recherche après d'un emploi en lien. Ne limitez pas uniquement vos recherches à la prison et l'accueil des victimes. Ça peut être beaucoup plus large que ça. Dans la diapo, vous voyez des débouchés possibles, parfois avec des sigles qui seront, j'espère, compréhensibles. On va revenir sur ça, vous apprendrez à les connaître. Du coup, il y a les services pénitentiaires d'insertion et de probation, le dispositif PEP, donc le parcours d'exécution de la peine, mais également des structures comme les MEX, les ITEP, les CEDAS, qui sont des structures territoriales de déploiement des différents services de l'État qui accompagnent, du coup, sur ces deux volets, les agresseurs, les victimes et leurs familles, les groupes qui entourent ces personnes-là et qui peuvent influencer, du coup, leur parcours. Si on regarde un petit peu dans le détail le contenu de la formation, donc vous avez dans ce master 4 semestres
Donc, la première année, le Master 1, est découpé de la manière suivante. Vous le voyez sur la diapositive. On a pour le premier semestre un tronc commun. Ça veut dire quoi un tronc commun? Ça veut dire que pendant tout le premier semestre, les étudiants du parcours HTN et du parcours VRV se retrouvent quasiment tout le temps ensemble en cours. Donc, un tronc commun à une quarantaine d'étudiants avec des enseignements fondamentaux et des enseignements de méthodologie, d'une certaine manière, là aussi fondamentaux. En réalité, nous avons souhaité véritablement, avec ce premier semestre du master, que tout le monde ait bien les mêmes bases solides en psychologie. Alors, on sait par expérience que lorsque vous arrivez dans ce master, vous êtes très impatient et très impatiente de commencer tout de suite à faire de la criminologie ou de la victimologie, et que ce premier semestre paraît parfois un petit peu long, mais il est essentiel parce qu'on forme avant tout, je vous le rappelle, des psychologues cliniciens, cliniciennes, qui ont donc besoin d'avoir ces bases globales en psychologie. C'est pour ça que le premier semestre va être consacré, vous le voyez, à une série d'enseignements fondamentaux en psychologie clinique, en psychopatho, en psychologie du développement, en neuropsychologie ou en psychologie sociale. Vous voyez ici les titres, psychologie clinique intégrative, psychopathologie générale et sémiologie, neuropsychologie, neurosciences cliniques, approche contemporaine et développementale de l'identité, analyse psychosociale des fonctionnements institutionnels. En complément de ces cours théoriques, de ces enseignements fondamentaux, il y a également des enseignements donc, portés sur des éléments méthodologiques avec une initiation à la recherche et à l'éthique qui se poursuivra en réalité sur les 4 semestres à travers vos recherches et vos stages. Il y a des cours sur des méthodes qualitatives et quantitatives, les classiques observation, entretien et questionnaire. Et puis, enfin, un cours important sur la connaissance et la pratique de l'examen psychologique avec des tests. Dans ce premier semestre de tronc commun, il y a également un enseignement de langue qui sera à suivre sur, en réalité, tout le master. Il ne faut surtout pas négliger l'enseignement de langue. On aura l'occasion peut-être d'en reparler parce que la moyenne à cet enseignement est absolument obligatoire pour pouvoir valider le master. Donc ça, c'est le premier semestre, tronc commun, avec les 2 parcours mêlés, où on revient sur des bases. Ça veut dire que peut-être que selon l'université d'où vous venez, il y a des éléments que vous maîtriserez plus ou moins facilement. L'objectif étant que toute la promotion soit ensuite au même niveau de connaissances théoriques et méthodologiques. S'ensuit donc le second semestre en Master 1, où là, vous allez vous retrouver avec uniquement la promotion de VRV, donc 20 étudiants, 20 étudiantes, avec sur ce second semestre un mémoire de recherche à mener, un stage également supervisé de 200 heures. On a prévu tout à l'heure une petite diapo sur la question des stages, rassurez-vous, et donc la poursuite de cet enseignement de langue. En parallèle, eh bien, chaque parcours va approfondir, débuter et approfondir ses connaissances dans le champ de la criminologie et de la victimologie pour ce qui nous concerne. Donc ça, c'est la première année. Puis nous arrivons ensuite donc à la deuxième année. Le Master 2, du coup, faut vraiment que vous rentrez dans cette logique de spécialisation progressive au cours des 2 semestres, des 4 semestres. Donc, en Master 2, vous avez commencé à vous initier aux thématiques de la discipline de votre parcours et on ira encore plus en profondeur. Il y a pour cette deuxième année, du coup, quelques enseignements qui sont encore en tronc commun. C'est notamment des enseignements qui concernent le cadre réglementaire et le cadre légal qui est commun à tous les psychologues, peu importe quelque part le lieu d'exercice, et également des pratiques et des approches théoriques transversales qui peuvent intéresser tout le monde et qui peuvent être pertinentes pour l'ensemble des étudiants des 2 parcours. Une partie de ce tronc commun est également consacrée à l'enseignement qui concerne la pratique de la recherche, les pratiques dans le champ de la recherche. Ce champ aussi est transversal et peut intéresser l'ensemble des étudiants. Et d'ailleurs, pour les étudiants qui auraient vraiment une sensibilité particulière pour le domaine de la recherche et qui souhaiteraient peut-être poursuivre un doctorat, il y aurait également la possibilité de suivre des cours optionnels qui ceux-là seront également en tronc commun, mais avec plusieurs étudiants d'autres parcours de master de l'université en psycho, pour du coup peaufiner et approfondir vos connaissances en méthodologie de la recherche.
Pour ce qui concerne les enseignements spécifiques, du coup, on aura 2 semestres organisés autour de plusieurs enseignements. Vous les voyez listés dans la diapo, les analyses des dynamiques et pratiques professionnelles, les approches contemporaines. Ce qui est à retenir, après on verra dans le détail pour les étudiants qui seront admis le contenu de chaque enseignement, c'est que vous avez une part d'enseignement spécifiquement en psychologie, tournée plutôt vers les agresseurs, donc tout ce qui concerne les pratiques d'analyse et de prise en charge des violences, les approches contemporaines en psychocriminologie, les outils et les méthodes d'évaluation des violences. En ce qui concerne l'accompagnement et la prise en charge des victimes, et vous voyez à peu près les mêmes intitulés du coup sur le volet victimologique, des enseignements qui concernent plus le volet institutionnel, parce que la majorité d'entre vous vont finalement travailler en institution, donc vous ne serez pas des professionnels isolés qui travaillent au sein d'un cabinet et qui n'ont pas de lien avec des groupes et des institutions. Parfois, vous serez contraints aussi par le cadre institutionnel dans lequel vous travaillez, donc on aura des enseignements qui vous apprendront un peu à regarder de façon critique et constructive ce fonctionnement institutionnel. Il y aura des enseignements et des activités qui vont vous permettre de peaufiner et de perfectionner votre approche clinique et méthodologique avec, par exemple, l'enseignement d'analyse des dynamiques et des pratiques professionnelles. Sur cette année de Master 2, vous aurez également des cours de droit et des cours de sociologie. Ces cours-là sont assurés avec la collaboration et sont mutualisés avec les collègues du Master en santé publique de l'Université Rennes 1. Parce que dans ce Master, il y a également du coup un parcours criminologie. Donc, je dis bien criminologie, pas psychocriminologie. Ce parcours-là ne donne pas accès au titre de psychologue à l'issue. C'est le cas de notre parcours, par contre. Mais les enseignements de droit et de sociologie sont absolument pertinents pour les deux promos d'étudiants. Donc, on mutualise ces enseignements-là, ce qui vous permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent au même sujet avec un axe plutôt juridique ou médico-légal. Et donc, pour poursuivre sur la question des stages, donc vous aurez à réaliser 2 stages. Un premier stage donc en Master 1 d'une durée de 200 heures. Ce stage-là sera réalisé au second semestre parce que, comme vous l'aurez compris, le premier semestre, c'est du tronc commun et c'est un semestre extrêmement chargé en cours. Grosso modo, au premier semestre, vous avez cours quasiment tous les jours, du lundi au vendredi. Nous avons fait ça pour dégager du temps sur le semestre 2, puisque sur le semestre 2, nous avons essayé de regrouper au maximum les cours pour que ceux-ci puissent se tenir sur une journée ou une journée et demie, puisqu'il y a la question de la langue. On y reviendra ensuite dans les questions-réponses. Donc 200 heures en Master 1, plus ensuite en Master 2, 500 heures. Alors, 500 heures, ça fait beaucoup. On a choisi d'augmenter, de mettre plus que ce que la loi nous oblige à faire, parce qu'on considère que cette année de Master 2 est une année vraiment professionnalisante et que vous avez besoin de ces 500 heures pour eh bien, devenir des futurs psychologues, cliniciens ou cliniciennes. Donc, en Master 2, l'organisation est complètement différente du Master 1, puisque là, vous ne serez que entre étudiants de la promo VRV et que nous avons une organisation sous forme d'alternance. Autrement dit, il y a une semaine de cours dans le mois, suivie d'environ 3 semaines de cours de stage. Donc, c'est à peu près sur l'année, on essaye de faire au mieux, mais en tout cas, en début d'année du Master 2, vous avez les dates des regroupements, c'est-à-dire chaque semaine où vous aurez cours, et ensuite, vous avez 3 semaines pour faire un stage. Ça signifie également que vous pouvez aller faire ce stage en dehors du bassin rennais ou du bassin breton et que vous pouvez vraiment élargir les endroits possibles. Voilà, donc ça vous donne à la fin du master tout de même 700 heures de stage dans plusieurs lieux, dans plusieurs institutions, et donc avec une autonomie grandissante sur ces stages-là. Le vif du débat, sur lequel je pense on aura plusieurs questions. Comment se déroule le processus de sélection? On a dit en début de cette présentation que la capacité d'accueil pour ce parcours de master est fixée à 20 étudiants. Ce qui veut dire que nous revient la tâche assez complexe de sélectionner les 20 étudiants qui vont intégrer d'année en année la promo de Master 1 en 30.
nous avons un nombre assez important, très important de dossiers reçus tous les ans. C'est un effet dû à la rarité de ces parcours-là. Il n'y en a pas énormément en France, il n'y a pas énormément d'universités qui proposent des parcours en lien avec la psychocriminologie, la victimologie. C'est moins fréquent que des parcours en lien avec d'autres approches et disciplines en psychologie. Donc, il y a une concentration des candidatures sur les peu d'universités qui proposent ces parcours. Ce qui fait qu'on reçoit plus de 1000 dossiers par an et qu'on est contraint à faire une sélection qui est parfois une sélection très dure et qui peut être vécue de façon difficile par les étudiants qui viennent tous les ans se demander, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon dossier? Qu'est-ce que mon dossier a de négatif pour ne pas avoir été retenu? Ce n'est pas dans cette logique-là qu'on fait ce processus de sélection et on tient à vous le dire. On est contraint, parfois avec regret, d'écarter, de mettre de côté des très bons dossiers parce que l'évaluation se fait de façon comparative sur l'ensemble des candidatures retenues. Donc, ce n'est pas parce que votre dossier est mauvais, c'est parce que sur la masse des 1000 dossiers qu'on a, il y a un étudiant, une étudiante qui avait un petit point de plus sur quelque chose, sur un de nos critères, et qui donc fait que dans une liste assez importante, elle soit en position, il soit ou elle soit en position plus favorable que vous. Donc, ça n'évalue pas la qualité ou la motivation de l'étudiant qui est dans telle ou telle position de la liste. Ça évalue comparativement aux autres qui sont sur cette liste. D'ailleurs, il faut considérer qu'on établit tous les ans une liste principale, donc composée de 20 étudiants, mais également une liste complémentaire, plus ou moins longue, selon les dossiers qui ont retenu notre attention. Elle fait quasiment au moins le double que la liste principale, parce qu'on est également conscient que la liste principale a vocation à évoluer dès la publication des résultats, parce que nous ne sommes pas le seul master, du coup, à faire ce travail de sélection, parce que les places en master sont importantes, et donc vous candidatez et vous multipliez vos candidatures, ce qui est une très bonne démarche. Et parfois, donc, il y a des très bons étudiants que nous, on va classer en position favorable, mais qui vont faire un choix de master différent parce que c'est plus à proximité de leur lieu de résidence, parce qu'ils apprécient plus telle approche que telle autre. Ils ont tenté plusieurs candidatures et ils vont finalement choisir une inscription, ce qui fera bouger notre liste principale et remonter des étudiants qui étaient en liste complémentaire. Cette année, les dates sont un peu plus harmonisées au niveau des différentes universités, mais de toute façon, vous pourrez recevoir des informations de la scolarité sur une évolution de la liste et donc sur une inscription possible très tard pendant l'été ou à la reprise des activités dès début septembre. Quels sont les critères sur lesquels donc on va se baser pour faire cette sélection? Il y a certainement le critère des notes. On ne peut pas dire qu'on ne regardera pas les notes, et très certainement des moyennes extrêmement basses ne sont pas un point en votre faveur si vous candidatez sur un master où on a plus de 1000 dossiers. Mais les notes ne sont pas le seul critère. On ne va pas dire que si vous avez 16 de moyenne, automatiquement vous êtes pris, et que si vous avez 13, automatiquement vous êtes exclu du master. Parce qu'on va regarder de manière plus générale votre projet professionnel, les éventuels stages, ceux que vous avez déjà effectués, mais également les projets de stage que vous pouvez avoir pour les années de master. La cohérence entre ces différents projets. Est-ce que vous avez su, pendant les années de licence, et notamment pendant la 3e année, organiser et choisir des activités qui sont en lien et en cohérence avec votre projet? On tient donc en compte également toutes les autres formations et expériences que vous avez pu réaliser, que ce soit dans le cadre du travail, du bénévolat, d'une autre activité professionnelle, d'une expérience précédente. Donc, on regarde l'ensemble de tout ça. Voilà, j'ai fini. Excuse-moi, j'ai cliqué un peu vite, mais je t'écoutais. Oui, juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire. 1000 dossiers par an, plus de 1000 dossiers par an. N'imaginez pas non plus qu'il y a 1000 excellents dossiers, c'est-à-dire que sur ces 1000 dossiers, et il y en a parfois plusieurs centaines, qui sont des étudiants qui tentent à peu près tous les masters auxquels ils pensent, et donc que l'on exclut assez vite parce qu'ils sont complètement hors profil par rapport à notre dossier. Donc, la sélection ne se fait pas réellement sur ces 1000 dossiers, mais nous devons tout de même les traiter. Donc, nous, ça nous donne quand même une charge de travail importante.
Sur les critères, comme l'a dit Cynthia, c'est une globalité. C'est aussi la prise en compte de vos universités respectives. C'est-à-dire que nous savons très bien que dans certaines universités, il y a des enseignements de criminologie ou de victimologie qui sont proposés, alors que dans d'autres, ils ne sont pas proposés. Nous savons que parfois, il y a un TER, un travail d'études et de recherche qui est obligatoire ou qui est optionnel ou qui n'existe pas, qu'il y a des stages obligatoires ou non en licence. Bref, nous ne mettons pas en votre défaveur des éléments sur lesquels vous n'avez aucune prise. C'est-à-dire que si vous êtes dans une université où il n'y a aucun enseignement de criminologie, de victimologie, où vous n'avez pas de stage obligatoire et où vous n'avez pas de TER, on ne va pas vous exclure de fait parce que vous ne cochez pas nos cases. Par contre, on va regarder le projet global, on va regarder si vous avez fait si vous avez d'autres expériences professionnelles, si vous avez fait des stages conseillés, etc. Donc vraiment, c'est une globalité qui nous intéresse. Vous aurez, voilà, sur la dernière diapositive, nos différentes coordonnées, le responsable de la mention, donc Benoît Testé, nous deux, donc Cynthia Guarnaccia et moi-même, Sylvain Delouvet, co-responsables du parcours, et nous vous avons remis l'adresse Internet du site de l'association des étudiants de la promo VRV. Donc, quelqu'un qui posait la question sur le choix de la langue, puisque j'ai indiqué tout à l'heure que la langue, c'était quelque chose d'important, alors pas que pour notre master, hein, mais vous devez absolument avoir la moyenne à cet enseignement dans la langue qui ne se compense pas avec les autres cours, donc c'est vraiment important à prendre en compte. Donc, sur le principe, vous avez une certaine liberté sur le choix de la langue. L'Université de Rennes 2 en propose plusieurs. Si je dis sur le principe, c'est pour deux éléments. D'abord parce qu'en psychologie, vous le savez, en étant en licence, l'anglais est la langue de la diffusion scientifique. Donc, l'anglais est bien souvent considéré comme une langue de travail. On vous donnera, vous aurez dans le master souvent des articles qui sont en anglais et nous ne nous poserons pas la question de savoir si vous êtes capable ou non de les déchiffrer. Considérons qu'arrivé en master, vous devez avoir un niveau suffisant en anglais pour pouvoir lire des articles ou des chapitres dans cette langue. Donc, l'anglais est la langue de travail. Enfin, langue de travail, rassurez-vous, il n'y a pas de cours en anglais. Ensuite, vous avez effectivement la possibilité de choisir d'autres langues avec une conséquence qui porte sur l'emploi du temps. Parce que nous ne sommes pas maîtres de l'emploi du temps des créneaux horaires des langues. Donc, nous vous avons dit, premier semestre, énormément de cours sur toute la semaine, deuxième semestre en M1, en gros une journée de cours, et l'enseignement de langue. Donc, l'anglais, qui est la langue la plus diffusée et où il y a le plus de groupes, pour les étudiants qui choisissent cette langue, il y a des possibilités de se positionner sur des créneaux qui vont vous permettre de libérer plusieurs jours dans la semaine pour votre stage. Mais si maintenant vous choisissez allemand ou espagnol, par exemple, il y aura moins de créneaux et vous pourriez être contraint d'être obligé de revenir à l'université Rennes 2 en pleine semaine pour faire votre cours d'anglais, pour faire votre cours d'allemand ou d'espagnol. Et donc, ça peut avoir des impacts sur les éventuels stages que vous trouverez. Voilà pour cette question sur les langues. Je rebondis du coup parce qu'il y a d'autres questions sur les langues qui arrivent dans le chat. Est-ce que par exemple le fait d'avoir pas pris anglais en licence est un frein? Si vous avez un niveau d'anglais suffisant, non, ça ne sera pas un frein. On va vous demander de maîtriser quelques éléments d'anglais pour lire de la littérature scientifique. On ne va pas vous redemander une certification d'anglais à aucun moment, sauf pour les étudiants qui seraient en échange international. Donc, vous pouvez tout à fait choisir une autre langue, que ce soit en continuation avec vos langues suivies en licence, que ce soit en initiation en Master 1 si vous venez d'une autre université. Parce que pour les étudiants qui ont fait leur licence à Rennes 2, du coup, une langue en initiation en Master, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Vous aurez les mêmes cours que la licence, mais voilà. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle langue. Bien évidemment, si vous décidez de choisir l'enseignement de langue bretonne, ce qui est possible parce que l'enseignement de breton est dispensé régulièrement à l'Université Rennes 2, soyez vigilant en fait, d'avoir un bon niveau d'anglais pour pouvoir quand même faire votre mémoire et lire des articles de recherche qui sont, eux, en anglais et pas en breton, en tout cas pour la grande majorité. Alors, est-ce que c'est un master orienté psychanalyse? On va répondre très vite que non, parce qu'on a dit dans la toute première diapositive que c'est un master qui a une approche intégrative. Donc, vous aurez
des enseignements qui font référence à plusieurs courants théoriques, plusieurs approches. La psychanalyse en fait partie. Les origines, quand même, de plusieurs méthodes qui sont utilisées et validées actuellement sont à rechercher dans une matrice psychanalytique. Donc, vous aurez des références à une approche psychanalytique lors de certains cours, notamment dans le premier semestre de Master 1. Ça peut arriver plus fréquemment qu'on fasse un historique et que du coup on démarre aussi avec des notions qui relèvent d'un champ psychanalytique, mais il n'y a pas une orientation privilégiée dans ce master-là. Vous aurez de la systémie, vous aurez des initiations au TCC, vous aurez des praticiens, surtout des praticiens en master 2 qui vont intervenir, peu moins d'enseignants, qui sont orientés par toutes les approches existantes dans le domaine. Les 500 heures de stage doivent être réalisées au sein de la même structure? Non, pas forcément. Alors, on vous invite en Master 2 à trouver une structure qui pourrait vous accepter pour ces 500 heures, parce que ça vous permet d'avoir un travail plus approfondi. Parfois, les étudiants découpent ce stage de 500 heures en 2 stages, mais on va par contre être très réticent à le découper en des mini-stages, c'est-à-dire une succession de stages d'une centaine d'heures en Master 2 ne vous permettent pas de vous investir suffisamment dans l'institution pour que ce soit profitable pour vous. Il y a quand même un minimum au niveau de la moyenne pour la sélection. Oui, c'est la moyenne. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir la moyenne. Après, ne nous cachons pas, si vous avez 10,5 ou même 11, ça va être compliqué pour vous de suivre un master. C'est-à-dire que même si les notes, on l'a dit, ne sont pas notre unique critère, on pense quand même à la possibilité derrière de suivre les cours, de suivre l'intensité des cours, les stages. Je rebondis sur la question du projet professionnel parce que du coup, il y a une question qui dit comment expliquer que si peu de masters en France proposent cette spécialisation? Est-ce que c'est cohérent avec les débouchés? Donc, pas tant de jobs disponibles que cela, alors qu'on a annoncé une variété de structures et de lieux d'exercice possibles. Non, je ne crois pas que le choix des universités de présenter telle ou telle spécialisation soit en lien avec ça. C'est plutôt dans le regard aux capacités d'accueil qu'on va se dire on ne va pas faire un master avec une capacité d'accueil de 100 personnes pour que 90 soient au chômage. Ce n'est pas dans notre intérêt. Donc, c'est plutôt dans le nombre assez réduit de personnes dans la capacité d'accueil qu'on va considérer cette notion d'employabilité à l'issue. Les universités choisissent aussi en fonction des disponibilités des enseignants sur place, de la possibilité à recruter des enseignants pour ouvrir des nouvelles mentions et des nouveaux parcours. C'est aussi un coût financier pour l'université de multiplier les parcours. Donc, ce n'est pas, je pense, ce critère-là qui est en première ligne dans le choix d'avoir telle ou telle spécialisation. Il y a aussi des questions un peu historiques qui font que dans certaines universités, dans certaines villes, historiquement, c'est un peu le berceau de telle ou telle approche et du coup, ça continue dans cette logique-là. Par contre, ce qu'on peut vous dire par rapport à la capacité d'insertion professionnelle de nos étudiants, c'est qu'effectivement, on n'en prend que 20 par année, mais les 20 étudiants qui sont diplômés du Master 2 tous les ans ont une bonne capacité à trouver rapidement leur premier emploi. Alors, on ne va pas vous dire que c'est le CDI de leur vie, le premier emploi, mais très rapidement, ils ont un premier emploi, ils s'insèrent dans le marché professionnel très vite. Nous en sommes à au-delà de 90% de taux d'occupation à l'issue du master. C'est quoi le salaire moyen? Alors, ça varie énormément parce que vous avez du secteur associatif où les salaires sont notamment plus bas et vous avez du travail dans les institutions publiques. Un psychologue de l'administration pénitentiaire gagne en moyenne plus qu'un maître de conférence à l'université. Non, Même avec des cours en TD? Oui, même. Oui, je pense. Mais voilà, vous pouvez être à 2000 euros facilement sur un premier emploi, alors que dans le secteur public, ça peut être plus élevé. Voilà, après, ça dépend aussi, est-ce qu'il existe ou pas un statut des psychologues dans l'administration pour laquelle vous allez travailler. Par exemple, il existe un statut des psychologues à la PJJ, mais pas dans l'administration pénitentiaire, donc il n'existe pas de psychologue fonctionnaire, c'est que des contractuels dans l'administration pénitentiaire, en l'état, même si c'est en cours de changement là, de ces derniers mois, de ces dernières années. Donc, ça varie aussi en fonction de ça. Les psychologues de la fonction publique hospitalière ne sont pas connus pour être les mieux rémunérés au monde, même s'ils ont le statut de fonctionnaire. Les contractuels dans des associations d'aide aux victimes peuvent parfois
avoir des meilleures conditions contractuelles en fonction de la convention collective aussi, comme dans plein d'autres emplois. Et du temps de travail aussi, hein, puisque là, on évoque des 100%, mais il y a aussi un certain nombre de temps partiels donc, qui doivent être pris en compte. Je reviens Et il sur y a le… des temps partiels qui peuvent se coupler, excuse-moi, aussi avec du travail en libéral et également avec du travail d'expertise ou de consultant d'autres institutions. Ça peut aussi être un bon complément parfois. Est-il possible de faire un stage à l'étranger? Donc, comme on l'évoquait sur le Master 1, le stage de 100 heures a lieu au second semestre, mais il alterne, enfin, il y a une journée à peu près de cours, donc il est difficile de pouvoir partir à l'étranger. Pour ce qui est du Master 2, par contre, nous avons assez régulièrement effectivement des étudiantes et des étudiants qui font un stage à l'étranger avec toutes les contraintes qui vont avec, c'est-à-dire de revenir une semaine par mois pour suivre les cours. Donc, il faut anticiper en termes de billets de train ou de billets d'avion. Tout ceci a un coût et donc tout ceci doit être très bien réfléchi. Il y a des personnes dans le chat qui demandaient est-ce que si j'ai réalisé une validation d'acquis, donc je n'ai pas fait de première année, c'est pénalisant? Alors, non pour la sélection. Vous avez validé une licence, ce qui, du coup, vous permet d'entrer en master directement. Vous n'avez pas de contraintes par rapport à ça. Par contre, il faudra toujours penser qu'il y a des enseignements. Alors, si c'est une licence 1 que vous avez validée, fait en validation d'acquis, vous aurez eu le temps de rattraper ces contenus-là très largement au cours des autres années de licence. Si ce n'est pas le cas, il y aura probablement une possibilité de vous demander un travail complémentaire, de vous conseiller des articles, alors ce ne sera pas des choses qui seront obligatoires à un moment donné du master, parce que ça sera plutôt du travail que vous aurez envie de faire, du coup, pour pouvoir vous sentir en capacité de répondre aux différents enjeux et aux différents travaux, devoirs, activités qu'on vous proposera dans le master. Je poursuis dans le chat, je suis un petit peu loin, mais ce M2 est-il accessible en formation continue? Oui, tout à fait. Vous pouvez parfaitement intégrer ce master en formation continue, en M1, en M2. Ça fait partie d'ailleurs de nos critères, enfin des critères pris en compte pour nous dans la sélection. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Si j'ai bien compris, je poursuis, la présence à Rennes est nécessaire seulement au premier semestre du Master 1. Est-ce que vous dispensez des cours à distance via Zoom? Alors, la récente pandémie nous aura obligés, nous aura contraints, bien entendu, comme pour beaucoup, à adapter nos modalités d'enseignement et à réaliser un certain nombre de regroupements ou même de cours en Master 1 à distance via Zoom ou via d'autres plateformes. Exceptionnellement, nous le poursuivons parfois, mais vraiment dans des cas très, très rares, parce qu'il faut bien être conscient que la participation à ces regroupements, la participation aux cours et les moments informels font partie de la formation. Donc, on n'est pas uniquement dans un savoir livresque à distance où on pourrait le soir étudier rapidement, mais il y a des travaux de groupe, il y a des exposés, il y a des réflexions, des réunions qui font partie tout autant de la formation que le contenu même des enseignements. Donc, c'est pour ça que ce master n'est pas un master qu'il est possible de suivre à distance. On demande la présence sur place des étudiantes et des étudiants. Si on n'a qu'un seul stage en psychologie, est-ce pénalisant? Alors, il faut vraiment que vous ayez à l'esprit l'idée que dans notre sélection, on ne cherche pas à pénaliser des étudiants. C'est-à-dire qu'on n'est pas à enlever des points ou à enlever des éléments parce que les étudiants ne répondraient pas à tel ou tel critère. On est plutôt dans une évaluation, on le disait, comparative et plutôt qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on cherche les éléments positifs pour chacun des dossiers. Donc, si vous avez un stage, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, si vous n'avez qu'un stage et une faible moyenne, pas de projet professionnel, pas d'autres expériences, pas suivi de cours, là, ça va commencer à devenir compliqué, évidemment. Encore une fois, c'est un tout. C'est votre dossier, on le conçoit comme un tout et pas de manière séquentielle, séparée. Toujours dans cette idée qu'on considère le master, le dossier que vous présentez dans sa globalité. Et il y a quelqu'un qui dit, imaginons que nous ne sommes pas pris en master, on se dirige vers un diplôme en lien avec le master. Est-ce que revenir avec ce diplôme peut être avantageux? Oui, c'est le cas assez régulièrement d'étudiants qui ne sont pas pris, pas acceptés
leur première tentative d'accès au master et qui, du coup, vont faire un DU en victimologie ou d'autres diplômes reconnus dans le domaine et qui, l'année d'après, recandidatent et ils ont non seulement un diplôme qui est en lien avec le master, mais toute une expérience, parce que souvent, vous faites un DU, vous faites un mémoire, donc un travail un peu de recherche en lien, vous faites des stages, vous avez un réseau professionnel différent, ce qui vous permet aussi de peaufiner un peu et de perfectionner votre projet. Et du coup, vous êtes certainement en meilleure condition pour pouvoir faire face et participer à la sélection. Quelqu'un posait aussi la question, alors là c'était en message direct, donc je l'évoque pour tout le monde, concernant le professionnel, sur la possibilité d'exercer à l'issue du master une activité libérale. Alors, c'est en soi tout à fait possible. À la base, nous formons plutôt des psychologues cliniciens et cliniciennes qui vont travailler dans des institutions ou auprès d'associations. Donc, nous n'avons pas d'enseignement dédié à la pratique en libéral. De par notre expérience, nous avons constaté qu'un certain nombre d'étudiants se tournaient parfois vers l'activité libérale, mais souvent après quelques années d'expérience supplémentaire. Excusez-moi, on est sur 36 choses en même temps. Les dates globales de la sélection, du coup, sont, je ne sais pas s'ils sont déjà affichés sur le site de l'université, mais vous pourrez constituer en ligne votre dossier entre le 19 avril et le 13 mai. Suite au dépôt de vos dossiers, nous, on examinera du coup les candidatures et on aura jusqu'au 17-18 juin pour renvoyer du coup nos éléments concernant la sélection. Donc, vous serez notifié de la décision au plus tard le 21 juin pour la réponse de la commission pédagogique. Bien évidemment, je reviens sur mes propos de tout à l'heure. Les personnes qui sont, vous allez savoir si vous êtes en liste principale ou si vous êtes classé en liste complémentaire. Et après, pour la liste complémentaire, vous aurez des mises à jour au fur et à mesure que ça évolue. Y a-t-il un projet de recherche demandé? Non, il n'y a pas de projet de recherche demandé pour la sélection. On regardera si vous avez eu l'occasion de faire une initiation à la recherche, un TER ou selon comment c'est appelé dans votre université. On regardera éventuellement la thématique et bien sûr la note. Mais nous savons que dans certaines universités, ces sujets de recherche sont parfois contraints. Donc, nous ne vous en tenons pas rigueur si vous avez travaillé sur quelque chose de complètement différent de la psychologie criminologique ou victimologique. Un peu en complément de ça, il y a quelqu'un qui demande si le choix des projets de mémoire pour le master, du coup, est contraint. Est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques où les choix sont assez libres? Et également, est-ce qu'il y a déjà une liste des enseignants pour qu'ils puissent prévoir et anticiper un projet? Ce qu'on vous demande à cette étape, c'est de nous présenter, imaginez le projet qui vous tiendrait plus à cœur, pour lequel, selon vous, ça vaut le coup de travailler. Ne vous restreignez pas à dire cet enseignant-là travaille sur cette thématique, donc je propose ça. On est très ouverts tous à encadrer des mémoires sur des sujets qui vont au-delà de nos domaines de recherche privilégiés. On fait régulièrement des encadrements pour lesquels on sollicite tout de même d'autres personnes et de l'équipe pédagogique du master, voire au-delà du master, si on perçoit qu'il y a des compétences que d'autres collègues pourraient mobiliser, qui seraient susceptibles de vous aider pour le mémoire que vous souhaitez réaliser. Donc, ne faites pas le processus à l'envers de réfléchir à vos thématiques en fonction de nos intérêts. Ça serait non seulement en contradiction avec la dynamique qu'on a habituellement, qui est plutôt de vous encourager à développer des sujets qui vous intéressent. On sera bien évidemment vigilant à vous dire oui, là c'est très intéressant, mais ce n'est pas vraiment faisable, donc on peut peut-être recentrer. Voilà, c'est le travail de l'encadrant qu'on va mettre en place. Mais sentez-vous libre de nous présenter les choses telles que vous les voyez. Vous êtes étudiants qui vont entrer en master, c'est normal que vous ne soyez pas des experts de la recherche et qu'on aura un travail à faire pour organiser ce projet et pour le construire avec vous pour qu'il soit le plus adapté possible. Cela étant, comme quelqu'un l'évoque, une poursuite en doctorat est tout à fait possible à l'issue du Master 2. Comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a en Master 2 une série de cours optionnels, donc non obligatoires pour celles et ceux qui voudraient poursuivre dans la recherche. Donc, vous avez la possibilité de suivre ces cours-là. Ensuite, de tenter
donc des projets de thèse sans aucun problème. Parfois, on a même des étudiants, c'est souvent le cas d'ailleurs, qui à l'issue du master vont d'abord avoir une première expérience professionnelle et après quelques années, souvent, mais reviennent pour poursuivre un projet doctoral. Si, imaginons, nous ne sommes pas acceptés dans le master malgré la validation de la licence et que l'on se dirige vers un diplôme, donc là, voilà, tu as répondu tout à l'heure, toute expérience est bonne à prendre. Est-ce que vous favorisez les doubles licences, une double licence droit, psychologie? Alors, dans le sens inverse, si vous n'avez pas une licence en psychologie, vous n'êtes probablement pas le public privilégié pour ce master-là, parce qu'on forme et on diplôme des psychologues. Après, une licence dans un autre domaine, tout comme un master précédent, tout comme une expérience de formation ou professionnelle dans un autre domaine en lien, le droit et un domaine en lien, sera un élément de plus qui valorisera votre candidature. Fait un Erasmus est-il important pour vous dans la sélection? Oui. Attention, c'est-à-dire que toute expérience est intéressante. Donc, des étudiantes et des étudiants qui ont fait un séjour à l'étranger via Erasmus ou via une autre formule, pour nous, c'est un point positif qui montre la capacité d'ouverture, la recherche d'autres cas théoriques, d'autres méthodologies. Donc, bien entendu, c'est un élément que nous prenons en compte. Mais attention, si vous n'avez pas fait de séjour Erasmus, ce n'est pas pour ça que nous ne vous sélectionnerons pas. Donc, ça fonctionne toujours dans les deux sens. Est-ce nécessaire d'avoir une promesse de stage au moment des candidatures? Alors ça, c'est effectivement une question importante sur les stages et sur la sélection. Nous n'obligeons pas à avoir de promesse de stage pour la sélection. Nous encourageons évidemment toutes les étudiantes et tous les étudiants à chercher en amont des stages. Dans tous les cas, vous aurez bien entendu une seule promesse. Ça ne veut pas dire que derrière, le psychologue ou la psychologue pourra tenir cette promesse. Ça ne veut pas dire non plus que vous poursuivrez sur ce projet-là. Mais c'est un élément que nous prenons évidemment en compte dans la sélection. On va dire que la promesse de stage nous informe plutôt de votre capacité à être suffisamment convaincant face à un professionnel lors d'un entretien sur la qualité de votre projet. Après, des étudiants qui viennent d'universités qui sont très loin de Rennes et qui avaient une promesse de stage dans le réseau à proximité de leur lieu de vie précédent ne vont très probablement pas faire ce stage-là. Et donc vont être à la recherche en début d'année, tout comme ceux qui n'avaient pas de promesse de stage, ça ne devient pas une contrainte. D'ailleurs, ça répond à une autre question qui est combien d'étudiants viennent en moyenne d'universités extérieures? Je pense qu'on est à peu près à 50-50 et c'est vraiment pas un critère d'inclusion ou d'exclusion. On ne va pas favoriser un étudiant rennais parce qu'il est rennais ou l'inverse. C'est vraiment l'ensemble des profils. Donc, selon les années, ça se structure de manière différente. Et ça varie aussi en fonction du nombre de personnes qui partent dans d'autres universités. Donc, la sélection au départ, on ne regarde même pas. Et après, à l'issue, la composition des groupes est assez variée. On a des gens qui viennent de plein d'universités différentes tous les ans. À vrai dire, là, la sélection se fait plutôt dans l'autre sens. Ce sont plutôt les étudiants qui choisissent. Et si effectivement nous avons la moitié d'étudiants qui viennent de Rennes 2, c'est souvent parce que les étudiants que nous avons sélectionnés venant de Grenoble ou de Lille, par exemple, qui sont également pris à Lille ou à Grenoble, bien vont choisir souvent de rester sur place s'ils ont de la famille, s'ils ont aimé la formation qu'ils ont suivie. Donc, de fait, à l'issue, on a une partie d'étudiants de Rennes 2, mais sans que ça fasse à l'origine partie de nos critères de sélection. Notre université d'origine peut-elle jouer en notre défaveur pour la sélection? Non, ni en votre défaveur, ni en votre faveur. En fait, on tient compte de votre université d'origine. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le considérer. Tenir compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait à peu près ce qui se fait dans les universités en psycho en France, j'entends. Donc, on sait si tel élément est obligatoire, si vous avez la possibilité de suivre telle ou telle chose. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas une liste noire d'universités ou à l'inverse, une liste favorisant certains étudiants. Deux questions en lien, du coup. D'une part, une clarification, c'est quoi la différence entre la formation initiale et continue? En fait, la formation continue concerne tous les étudiants, souvent qui sont en reprise d'études ou en tout cas qui ont un financement pour poursuivre leurs études. Donc, c'est des personnes pour lesquelles un employeur ou
un organisme, une institution a accepté de financer la formation. Donc, elle relève de la formation continue. La formation initiale, c'est les étudiants tels que vous reconnaissez la plupart d'entre vous, qui ont commencé leur cursus par la licence 1, 2, 3, et qui suivent et qui sont arrivés à l'université à l'issue de leur bac et qui continuent dans cette trajectoire. Donc, c'est leur formation initiale qui les conduit à leur spécialisation, à leur diplôme. Dans le cadre de la formation continue, du coup, est-ce que si on est accepté et qu'on n'a pas de financement par notre employeur, est-ce que l'acceptation est valable pour l'année suivante? Malheureusement, non. Il faudra redéposer une candidature parce que du coup, tous les ans, les règlements changent, les consignes qu'on a de la part du service de formation continue peuvent varier et le dossier en fait du financement n'est pas traité par nous, mais par le service de formation continue. Ce n'est pas comme si c'était une césure ou quelque chose qui vous garantit la place. Il faut refaire un dossier auprès de la formation continue et nous, on recevra votre candidature et on l'évaluera au titre de la sélection de l'année où vous aurez cette possibilité-là. Par contre, il y a également des étudiants qui pensaient avoir un financement, qui ont débuté en s'inscrivant en formation continue et qui ensuite n'ont pas finalement obtenu ce financement, donc ont l'exigence, par exemple, de poursuivre une activité professionnelle pour financer leurs études. Dans ces cas-là, on peut convenir de certains aménagements pour faciliter le fait que vous puissiez travailler et continuer vos études pendant vos années de master. Alors, plusieurs questions sur les notes. Nous prenons en compte effectivement les notes depuis la première année, donc tous les semestres de la première année à la troisième année. Parfois, toutes les notes ne sont pas connues au moment où vous déposez les dossiers, bien entendu, donc ça aussi, nous en tenons compte. Mais nous regardons la moyenne globale sur les 3 années, la moyenne par année, l'évolution de cette moyenne. Voilà, évidemment, si vous avez une moyenne qui peut être un peu basse en première année, mais qu'en deuxième, elle devient meilleure, puis en troisième, encore meilleure, c'est beaucoup plus positif pour vous que si vous commencez à 18 en première année et que vous finissez à 10 en troisième année. Vous le comprenez bien. Le semestre 6, ce n'est très, très régulièrement pas pris en compte parce qu'on n'a pas les notes du semestre 6 au moment de la sélection. Tout à fait. Alors, attendez, pardon. Les notes. Combien en moyenne acceptez-vous d'étudiants à distance, EAD? Personnellement, j'en ai strictement aucune idée parce que ça n'est pas un critère que l'on prend. Donc, nous avons des étudiants qui ont suivi leur licence à distance, mais ça n'est ni un critère positif ni négatif pour nous. Donc, je serais bien incapable de vous donner un chiffre quelconque sur cette question. Je sais qu'on en a régulièrement, mais combien et quel ratio tous les ans, je ne sais pas. Autorisez-vous une césure après l'acceptation dans le Master 1? Oui. Autant au titre du Master 1, il faut juste être vigilant aux dates parce que du coup, ça peut arriver très vite après votre inscription, le moment où il faut déposer votre dossier pour la césure. Et du coup, il y a tout l'intérêt à le faire rapidement pour ne pas commencer des cours et après avoir vos réponses. Et également, entre le M1 et le M2, votre place, du coup, dans ce cas-là, est garantie. Et si vous partez en césure après avoir été accepté en Master 1, donc vous ne commencez pas, vous n'intégrez pas la promo de M1 et vous avez une place de droit pour l'année suivante. Et il n'y a pas de sélection, je rebondis sur une autre question, il n'y a pas de sélection entre le Master 1 et le Master 2, c'est-à-dire que si vous êtes pris en Master, vous êtes pris pour les 2 années, sous condition évidemment de notes, c'est-à-dire que pour passer en Master 2, il faut les moyennes à vos notes, d'accord? Sinon, vous redoublez le Master 1, mais il n'y a pas de sélection sur dossier ou sur d'autres critères pour entrer en Master 2. Vraiment, il faut avoir à l'esprit que c'est le Master, c'est en 4 semestres et ce n'est pas en 2 ans, c'est vraiment en 4 semestres et sans sélection entre ces 4 semestres-là. Après, tous les cas particuliers, est-ce que si on a une autre licence, il faut donner le relevé de notes? Il y a donc certaines universités qui ont neutralisé certains semestres, donc on n'a pas les notes de ce semestre-là. On est au courant, on sait. Alors, on ne sait pas que telle ou telle université, mais on sait très bien que les dernières années ont été très fortement impactées, donc on a annulé des choses, neutralisé d'autres, modifié le cours des enseignements par rapport au déroulé théorique. Donc, on ne va pas vous pénaliser parce que votre université a choisi en plein confinement de neutraliser certains enseignements. On regardera le reste des choses. Après, bien évidemment, on va regarder la moyenne générale, mais également des enseignements qui sont en lien. Il y a des étudiants qui parfois ont plus d'affinité avec certains enseignements et du coup ont des moyennes très élevées
sur certains cours et des moyennes très basses sur d'autres. La moyenne générale, elle est un peu intermédiaire, et du coup, on va essayer de voir comment elles se décomposent, des structures, mais on ne va pas vous favoriser ou vous pénaliser parce que vous avez eu tel cours neutralisé ou bien vous avez choisi telle option. Les options sont faites aussi pour découvrir ce que vous aimez ou pas, et vous n'avez pas toutes les options à disposition dans toutes les universités, donc on ne va pas en faire un critère d'exclusion. Si l'option est cohérente, on va se dire qu'on imagine qu'on retrouvera dans le projet des choses aussi plus construites, mieux réfléchies, parce que vous avez eu l'occasion d'avoir des cours en lien avec ça, mais l'inverse, c'est possible aussi. Est-ce que vous faites davantage attention aux notes de certaines matières, méthodologie, psychologie clinique, options? Non, enfin, on fait attention à toutes les notes, on fait attention à la cohérence. Des accidents de parcours sont toujours possibles. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu à peine la moyenne ou que vous n'avez pas eu la moyenne à un moment donné dans un cours, même de psychologie clinique, que votre dossier sera immédiatement écarté. C'est pour ça également qu'on prend en compte les 3 années de la licence. Et qu'on regarde la cohérence, encore une fois, de vos notes, de votre projet et de tout votre dossier. Très franchement, ce serait beaucoup plus simple pour nous si on mettait une note plancher, si on disait, ben voilà, en dessous de telle note, on ne regarde même pas le dossier, ça nous ferait gagner énormément de temps, mais ce n'est pas ce que nous faisons. Les lettres de motivation sont adressées à vos noms, vous pouvez les adresser au responsable de la formation. Après, si vous ne mettez pas mon nom, mon prénom ou celui de mon collègue, on ne vous portera pas à rigueur pour ça. Les responsables changent assez vite. Alors, l'info est disponible sur le site si vous la recherchez, mais après, si ce n'est pas adressé à moi personnellement, mais au responsable de la formation, je lirai quand même vos lettres de motivation. Je pense mes collègues aussi, ne vous faites pas de soucis pour ces éléments-là. Bien évidemment, c'est bien si votre lettre peut avoir une forme et une présentation qui ressemble à celle d'une lettre de motivation, donc qu'elle soit adressée à quelqu'un et pas envoyée à personne. Mais après, on vous fera pas on vous mettra pas en fond de liste parce que vous n'êtes pas rappelé de mon nom, de mon prénom. Par contre, si vous l'écrivez avec des fautes d'orthographe, là, je pourrais être un peu plus méchante. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur la question des lettres de recommandation, ne cherchez pas coûte que coûte à mettre dans votre dossier des lettres de recommandation. Ça ne sert à rien d'avoir pour nous une lettre de recommandation tout à fait bateau d'un collègue qui dit qu'il vous a croisé un jour, qu'il vous a vu, qu'il vous connaît un petit peu et que bon, vous seriez très bien dans votre master. Ça fait perdre un peu de temps à notre collègue qui a dû rédiger cette lettre, à nous qui allons le lire pour pas grand-chose. Donc, si vraiment vous voulez joindre une lettre de recommandation, c'est parce qu'il y a un élément extrêmement important que vous voulez mettre en avant. Vous avez eu un investissement très particulier sur un projet, sur quelque chose, et l'un des enseignants qui vous a suivi veut pouvoir nous le signifier. Alors là, oui, vous pouvez tout à fait le faire. Mais sinon, ne remplissez pas votre dossier de lettre de recommandation du prof de psychoclinique de première année que vous avez vu en TD une fois. Et qui ne se rappelle absolument pas de vous, fondu dans la masse des 500 étudiants de première année, et qui vous fait ça parce qu'il est un peu sensible et empathique vis-à-vis du fait que vous faites face à cette sélection, et donc n'ose pas vous dire non. Le CV sur la forme de ce qu'on donne habituellement, alors il y a les deux. Vous avez une pièce à annexer qui est un CV, donc sous la forme habituelle, et après, il y a un questionnaire avec des informations du coup à remplir sur e-candidat, avec un lien exprès, etc. Donc, vous aurez les deux informations à renseigner. Donc, ça sera plus synthétique dans le petit formulaire à remplir et vous pourrez détailler certaines choses dans le CV, dans la lettre de motivation. Certains enseignements, c'est pour toi la question, font-ils appel à une clinique interculturelle et ou transculturelle? Je pense par exemple à la clinique de l'exil forcé. On n'a pas des enseignements libellés en clinique interculturelle. Par contre, on a des intervenants qui travaillent avec des personnes en exil, des mineurs non accompagnés. Il y a des parties d'enseignement plus larges de victimologie qui sont également sur ces sujets-là. Si nous avons prévu des stages, mais qui ne seront pas encore... Ouh là là, attendez... Ça défile en même temps que je lis, c'est pas simple. Si nous avons prévu des stages, mais qui ne seront pas encore passés lors des candidatures, comment les mettre en avant, justifier, prouver? Vous pouvez mettre un extrait de la convention de stage où figure l'organisme où vous effectuerez le stage et où figurent les dates. Bien évidemment, en licence, vous faites souvent des stages pendant la période d'été.
Si vous avez déjà obtenu des promesses et des conventions de stage, vous pouvez nous annexer cet élément-là et le renseigner du coup dans la partie petit formulaire que je disais tout à l'heure, parce que du coup, on vous demandera, et c'est une question ouverte, est-ce que vous avez réalisé des stages en lien avec le master? Et vous pourrez mettre au mois d'août, je réaliserai ce stage-là. Le dossier de candidature est donc totalement dématérialisé. Il n'y a pas de dossier papier à remettre, à expédier. Oui, il est totalement dématérialisé. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une validation d'acquis pour obtenir le master au moins une partie? Alors, en VAE, il y a oui, quelques étudiants qui ont obtenu le master en VAE, souvent avec des demandes, donc des validations partielles de leur parcours et de leur expérience, avec des demandes souvent en complément par rapport au stage du coup et au stage clinique. Mais c'est tout à fait une voie possible. Et là aussi, le service de formation continue vous renseigne sur ça. Est-il possible d'effectuer des stages de M1 en dehors de Rennes? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Le stage dans M1 de M1 a lieu donc au second semestre, sur 2 ou 3 jours dans la semaine. Vous avez tout à fait la possibilité, comme je le disais, de dépasser le bassin rennais, même la Bretagne, et d'aller parfois un petit peu plus loin. Ayant effectué un stage l'année dernière avec un rapport de stage, est-ce qu'il est intéressant qu'il soit joint au dossier? Si vous pensez qu'il apporte des éléments qui nous permettent de mieux apprécier votre parcours, oui, ça dépend vraiment du type de rapport de stage qu'on vous a demandé. Parfois, un rapport de stage succinct, c'est le référent vous a demandé d'indiquer la liste des activités que vous avez faites, le nombre d'heures. C'est un peu quelque chose de très schématique. Ça n'a pas d'intérêt. Si par contre, ça parle de pourquoi ce stage a apporté quelque chose dans l'élaboration de votre projet, ça peut être intéressant pour nous de le lire. De même, je rebondis, je reviendrai après sur une autre question, mais je rebondis, quelqu'un qui évoque le stage de troisième sur e-candidat. Le stage de troisième, il n'a pas un intérêt pour nous extraordinaire, sauf si pour vous, vous pensez qu'il s'inscrit dans votre projet professionnel. Si votre stage de troisième vous a permis de voir quelque chose qui vous a donné envie de poursuivre. Maintenant, si c'est pour nous dire que vous avez fait un stage de troisième aux espaces verts de la ville de je ne sais pas quoi ou dans le service informatique de telle société, vous comprenez bien que ça ne sera pas un élément que nous prendrons en compte. Je remonte juste avant, d'ailleurs, sur le dossier. Avez-vous connaissance d'un guide pour remplir correctement e-candidat? Non. Enfin, moi, je n'ai pas de connaissance d'un tel guide. Non, après, voilà, nous, en association avec candidats, il y a vraiment un questionnaire qui est fait sur la survey, donc c'est assez simple de répondre aux questions. Et les scolarités sont assez vigilantes à vous dire, attention, là, il manque des pièces, là, vous avez renseigné une information, mais on n'a pas le justificatif qui va avec. Donc, avant de valider votre dossier, ils vous alertent si le dossier n'est pas correctement renseigné. D'ailleurs, il y a un décalage de quelques jours avant que nous, ils nous envoient les candidatures, justement parce qu'ils vérifient tout ça. Et n'hésitez pas à contacter la scolarité également si jamais en cours de route, pendant que vous êtes en train de remplir vos dossiers, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Les référents de la scolarité de master sont là également pour répondre à ces questions-là. Pour trouver leurs coordonnées ainsi que les coordonnées du service de formation continue et de tous les services de l'université Rennes 2, le site de l'université qui a une annuaire très bien fait. détaillée avec tout ça. Avez-vous des DU en lien avec ce master à conseiller? Oui ou non, on ne va pas faire ici la publicité de telle ou telle formation, de tel ou tel DU. Du moment où c'est des formations universitaires, donc des diplômes universitaires, ils seront tous très bien pour, et s'ils sont en lien avec vos projets, ils seront tous très bien pour améliorer votre dossier. On ne va pas dire qu'il y en a un meilleur des autres parce qu'ils ont tous une approche différente. Donc, il y en a qui me plaisent plus, mais c'est parce que ça répond à mes intérêts et pas aux intérêts de la formation, quoi. Et comme tu viens de l'indiquer, c'est vraiment en lien avec votre projet. C'est-à-dire que nous n'avons pas de DU en lien avec le master à conseiller, parce que les DU que vous pourriez être amené à faire sont des DU par rapport à votre projet à vous, par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience. Donc, c'est en ça que vous allez juger si le diplôme d'université que vous avez choisi est pertinent pour vous. Alors, pour toutes les questions, sauf si, Cynthia, tu as une idée de la réponse, mais pour beaucoup de questions qui relèvent de la formation continue, les personnes les plus compétentes et qui vous amèneront les réponses les plus précises, ce sont vraiment nos collègues du service de formation continue à Rennes 2. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un message, à leur téléphoner. Voilà. Voilà, je ne maîtrise pas tous les cas de figure possibles parce que c'est vraiment très varié, ça dépend de l'organisme qui vous finance, etc. Mais en fait, il y a
des basculements possibles. Il y a des étudiants qui s'inscrivent en formation initiale en M1 et après obtiennent un financement et donc sont en formation continue pour le Master 2 et l'inverse, parce que, par exemple, ils font une troisième année parce qu'ils redoublent leur année de Master 1 et le financeur n'accepte pas et du coup, ils font une dernière année en revenant au statut de formation initiale. Donc, vous évoluerez en fonction des réponses. Ça ne rentre pas dans les critères de sélection. On ne va pas dire « Ah, c'est en formation continue, c'est mieux pour nous. » Et finalement, bah non, il n'y a plus le financement, donc on va la mettre à la porte. Ce n'est pas ça qu'on va regarder. Le stage de Master 1 peut-il être divisé sur 2 structures? Donc, le stage de Master 1, c'est 200 heures sur le second semestre du Master 1. On vous invite autant que possible à plutôt privilégier une seule structure parce que 200 heures, ça passe assez vite, que c'est un stage plutôt d'observation, donc il faut le temps de prendre connaissance de l'institution, des rapports à l'intérieur de cette institution. Maintenant, ce n'est pas non plus une règle absolue. Nous avons parfois des étudiants qui font 2 stages en Master 1, parfois avec un stage très conséquent, et puis l'institution ne peut pas faire plus de 150 heures, par exemple, et ils vont faire un petit stage de 50 heures pour s'ouvrir sur une autre thématique, ou au contraire des étudiants qui divisent. Bref, ça se discute vraiment au cas par cas ensuite dans votre projet professionnel et dans votre formation dans le Master. Il y a des étudiants qui nous disent la psychologue qui m'encadre intervient sur 2 structures. Est-ce que je peux faire 2 conventions? Oui. Et vous pouvez également faire plus que 200 heures. 200 heures, c'est le minimum demandé pour valider le master. Mais après, vous pouvez faire plus. En cas de redoublement… Il y a un nombre… Vas-y. Bah, écoute, je pose la question, tu peux y répondre. En cas de redoublement, il y a un nombre d'étudiants acceptés amoindri, pour l'interrogation. Il y a toujours 20 places avec ou sans les redoublants? Alors, en Master 1, il y aura toujours les 20 places en entrée de Master. Par contre, en Master 2, où vous pouvez déposer une candidature au titre du Master 2, c'est des candidatures qui vont au-delà de notre capacité d'accueil, au moins qu'il y ait des gens qui redoublent et donc qui libèrent des places. Pour prendre des gens au-delà de la capacité d'accueil, il faut vraiment que ça soit un dossier d'excellence. Je ne dis pas un bon dossier, je dis un dossier qui dépasse nos attentes et un projet absolument bien ficelé, peaufiné, qui manque juste cette pièce-là au puzzle, donc l'obtention du Master 2 pour pouvoir finaliser le projet. Sinon, au moins qu'il y ait des redoublants, on ne va pas prendre des personnes en surplus. Par contre, en M1, on fait bien une liste de 20 étudiants. Bonne soirée à toutes et à tous qui nous quittaient au fur et à mesure. Si vous avez encore des questions, nous sommes toujours là. En M2, peut-on effectuer un stage en victimo-criminaux 300 heures, puis un stage en hôpital psychiatrique, environ 200 heures en complément? Oui, absolument. Vous pouvez découper 250, 250, 300, 200, comme vous le souhaitez. Même 300, 300 si c'est le cas. Et encore une fois, n'identifiez pas trop ce qui pourrait se rapporter selon vous à la criminaux ou à la victimo. Le titre de ce parcours, c'est « Violence, risque et vulnérabilité ». Et vous verrez qu'il y a des institutions, il y a des lieux auxquels vous ne pensez pas forcément, qui sortent de la simple association d'aide aux victimes ou de la prison, mais qui sont des lieux tout à fait pertinents pour nos étudiantes et nos étudiants. Eh bien, alors, la dictologie est-elle un lieu de stage pertinent? Oui, tout à fait. Alors, peut-être pas tous les ans, mais régulièrement, nous avons des étudiantes ou des étudiants qui font des stages en addicto avec des projets de recherche ou des projets de stage. Enfin, projets de recherche liés au lieu de stage. Je vais y arriver. Excusez-moi, la journée commence à être un petit peu longue. L'enregistrement sera sur le site de l'association des étudiants, donc, dont je vous ai mis le lien dans le chat tout à l'heure, et également sur le site de l'université. Alors, veuillez m'excuser si la réponse a été donnée, mais que pensez-vous des DU de victimo-criminaux? Eh bien, alors on n'a pas donné la réponse sous cette forme-là, mais on a évoqué que tout diplôme d'université, donc on insiste sur le titre, le terme diplôme d'université, donc mené, mis en place dans une université par des collègues, peuvent être des DU, des formations intéressantes pour vous, soit en complément à l'issue de votre formation de master avec nous, soit pour avoir plus de chances pour éventuellement postuler une autre fois. Encore une fois, le choix d'un DU en complément, en plus, avant, après, c'est un choix qui doit se faire
par vous par rapport à votre projet professionnel. Nous, on pourra évidemment vous guider si vous êtes en formation avec nous, mais sinon, c'est vraiment vos intérêts qui doivent vous guider dans ce choix-là. Au revoir, bonne soirée et comme quelqu'un l'a écrit, peut-être à l'année prochaine. Merci, au revoir.